Bon, mais bonsoir à tous, merci d'être là. Et puis pour notre seconde édition avec Elisabeth, elle va nous parler ce soir de l'Ayurveda encore une fois, mais du stress et des émotions. Donc merci d'être venus. Et puis si jamais tout à l'heure on aura un petit jus et des canistrelles si vous avez envie. Et du coup, je laisserai aussi la petite fiche pour ceux qui n'ont pas... Enfin, je sais qu'il y en a déjà qui sont venus, donc ceux qui veulent donner leur adresse mail pour avoir les autres conférences par la suite, voilà, on pourra vous donner et vous informer des futures conférences. Voilà, profitez bien. Bon, bonsoir à tous, merci d'être là. Merci aussi à la médiathèque de m'accueillir. Ça va devenir une habitude, hein. Et c'est toujours un plaisir pour moi de transmettre ce que la vie m'a appris, ce que j'ai appris aussi dans l'Ayurveda. Alors, est-ce que parmi vous, il y avait des gens qui étaient déjà là pour la première conférence? Que je vois qui lèvent la main, ceux qui étaient là, donc pas trop. Je voulais simplement faire un petit retour, savoir si parmi vous, vous aviez mis en place des choses par rapport à ce que je vous avais transmis la dernière fois, ou pas. C'est pas une interrogation écrite, hein, c'est juste pour savoir si ce que j'ai délivré, qui était quand même des choses assez concrètes, si vous avez pu piocher des choses ou pas. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de honte à avoir. Hein, c'est difficile de savoir quel dos charmer. Oui, du coup, ouais. Ben après, il y a des choses généralistes voilà, concernant l'alimentation que vous avez peut-être pu faire de façon plus instinctive. Enfin bon, peu importe. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'on avait fait vraiment un décortiquage, on va dire, c'est plus une initiation à l'Ayurveda, c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt se centrer sur les émotions. Donc l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle de l'Inde. C'est donc la médecine la plus ancienne qui existe au monde, puisqu'elle a inspiré après la médecine chinoise, la médecine tibétaine, d'autres médecines. Et c'est une médecine ce qu'on appelle holistique, c'est-à-dire une médecine globale qui prend l'individu dans toute son entièreté. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au corps physique, mais aussi au mental, au psychologique, à l'émotionnel, voire à la spiritualité de la personne. On considère que vous êtes un tout et qu'il y a des corps différents, physiques, énergétiques, etc. On s'intéresse à tout ça en Ayurveda. Alors moi, pour vous simplifier les choses, je vous raconte très brièvement mon parcours. Donc mon nom c'est Elisabeth Tarangui. Je me suis formée tout d'abord à la biochimie et à la physiologie, donc un enseignement universitaire qui m'a donné un doctorat au bout. Et armée de ça, j'ai voulu compléter, puis la vie a fait aussi que je cherchais à trouver vraiment une démarche qui me rende la vie plus belle, plus harmonieuse, plus fluide. À l'époque, j'étais une angoissée maladive et je voulais en sortir. J'avais beaucoup de sinusite chronique. Et je me disais, voilà, c'est le chat qui se mord la queue, je suis toujours dans les mêmes schémas, je voudrais faire autrement. Et je suis tombée dans l'Ayurveda et j'ai adoré. Et finalement, je me suis formée, je suis allée en Inde. J'ai d'abord une entreprise où j'ai voulu transmettre l'Ayurveda et tout son côté, plus par la diététique, par des conseils en alimentation, en hygiène de vie. Et puis ce sont mes clients qui m'ont dit, mais tu sais, avec tout ce que tu nous transmets, tu nous parles beaucoup aussi de l'état d'esprit, du mindset. Et en Ayurveda, c'est vrai qu'on a un autre regard sur la vie, sur le monde, sur soi, qui est très différent du regard qu'on porte ici en Occident. Et mes clients me disaient, tu vas pouvoir nous aider à peut-être gérer des conflits, peut-être avoir une vie différente avec cet Ayurveda. Donc c'est comme ça que j'en suis venue à mettre en place des petits groupes de coaching de 5 personnes. Alors à l'époque, c'était des gens qui venaient, je leur faisais un petit enseignement ayurvédique, on faisait 20 minutes de relaxation et après chacun disait les difficultés de vie qu'il rencontrait à ce moment-là. Puis la semaine d'après, on voyait si, avec ce que je leur avais transmis la séance précédente, ils avaient avancé. Et c'est vrai que même des années plus tard, j'ai encore des clients qui m'écrivent en me disant « mais grâce à toi, voilà, ça fait tilt encore cette semaine, j'ai mis en place tel truc et j'ai réussi à désamorcer un conflit ou à faire ceci, cela ». Et c'est toujours très intéressant pour moi. Et j'ai transformé ça maintenant dans ma pratique en accompagnant vraiment des gens mais qui sont plus dans
dans des démarches de travail. C'est-à-dire que j'ai mis au point des méthodes inspirées de l'Ayurveda pour accompagner des gens en reconversion professionnelle, puis des chefs d'entreprise aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens à leur compte, des thérapeutes notamment, qui ne s'en sortent pas parce qu'ils sont très dispersés, ils manquent de focus, ils manquent aussi de vision claire de leurs objectifs. Et tout ça, l'Ayurveda peut arriver à les faire progresser. Parce que quand on est un chef d'entreprise de nos jours, c'est comme je compare souvent avec un performeur, c'est-à-dire un athlète de haut niveau. Il faut avoir une préparation mentale et puis il faut avoir une condition physique excellente si on veut vraiment arriver à cartonner, à s'épanouir et à donner beaucoup de choses à ses clients aussi. Parce que l'intérêt, c'est ça. Dans nos démarches, c'est vraiment de contribuer au monde et d'aider au mieux les autres. Alors, émotion, qu'est-ce que ça vous dit? Quand je vous dis émotion, si vous pouviez la définir, quoi les mots-clés peut-être qui vous viendraient à l'esprit? Peut-être des noms d'émotions, peut-être des caractéristiques de l'émotion. Sentiments, ressentis. Oui, des sentiments qui essaient de s'exprimer. Oui. Alors pour moi, une émotion, c'est un peu différent du sentiment. L'émotion, c'est plus une réaction, on va dire, physique et psychologique. C'est une réaction spontanée. Un sentiment, souvent, c'est quelque chose qui va pouvoir se mettre en place plus sur une durée, quand on aime quelqu'un ou qu'on s'attache à quelqu'un. Pour moi, ça c'est de l'ordre du sentiment, mais ça peut demander une réflexion, ou ça peut demander voilà, quelque chose effectivement qui vient de soi, mais c'est pas aussi brutal, enfin aussi concis dans le temps que l'émotion. Pour moi, l'émotion, ben voilà, on est triste, ça nous arrive dessus, peut-être parce qu'on a vu quelque chose de triste à la télé, ou qu'on a vu un drame sous nos yeux, ou je sais pas, ou on repense à une situation de vie qui nous rend triste. Et voilà, ça c'est la tristesse, la joie, la colère, la peur. C'est vraiment ça, ce sont vraiment des émotions, ce qu'on peut dire primaires. Et on en est toujours le jeu, que ce soit de façon consciente ou de façon inconsciente. Et donc c'est des réactions spontanées, c'est-à-dire que vous ne maîtrisez pas. Quand la colère vous tombe dessus, bien souvent, ben voilà, ça arrive, il y a eu des facteurs déclencheurs. Pareil pour la joie, des fois on est en joie, on se réveille comme ça, on est joyeux, on ne sait pas vraiment pourquoi, ou on est triste, c'est pareil. Voilà, après c'est la définition que je donnerai ce soir pour qu'on parte tous ensemble pour le même voyage et qu'il n'y ait pas de... Parce que quelquefois dans les langages, on ne se comprend pas toujours. Donc c'est pour ça que je préférais revenir à des définitions. Et puis, il y a des manifestations du coup à l'intérieur de votre corps quand vous avez une émotion. Quand par exemple, vous avez peur, des fois on dit la peur me noue l'estomac. Ou vous pouvez, par exemple, si on prend le cas d'une peur, c'est quelque chose de brutal. C'est-à-dire, en Ayurveda, on va dire c'est comme une alarme, comme une alerte qui vous alerte sur quelque chose. Par exemple, s'il y a une voiture qui vous arrive sur vous, il y a la peur qui va arriver dans votre organisme. Et là, il va se passer des choses. Soit vous allez justement avoir quelque chose de noué, vous pouvez transpirer à grosses gouttes, vous pouvez devenir tout pâle. Il va y avoir des manifestations aussi bien à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. Vous allez avoir une montée d'adrénaline, vous allez avoir le sang qui va se diriger dans vos membres inférieurs parce qu'il faut que vos membres ils soient capables de courir pour que vous échappiez à la bagnole qui vous arrive dessus. Donc tout ça, c'est des perturbations physiologiques, biochimiques et qui sont dues à cette émotion. Et cette émotion, elle est elle-même due à la voiture qui arrive, donc la peur est déclenchée. Mais une émotion, ça peut aussi être quelqu'un qui vous la provoque par ce qu'il va dire ou par ce qu'il va faire. C'est souvent de l'extérieur, mais ça peut aussi venir de l'intérieur. Quelqu'un qui a des dérèglements hormonaux, thyroïdiens par exemple, il va avoir une humeur moins linéaire que quelqu'un qui a vraiment tout son potentiel hormonal normal. Et ça peut lui amener de la mélancolie, de la tristesse, etc. Donc vous voyez en tout cas, en Ayurveda, l'émotion c'est vraiment quelque chose qui va être un lien entre votre intérieur et votre extérieur. Ça c'est quelque chose d'intéressant, d'autant que l'Ayurveda c'est vraiment s'écouter, ressentir les choses. Donc c'est des points importants. L'Ayurveda considère aussi que
si des émotions ne sont pas bien gérées, alors j'aime pas trop ce terme de gestion d'une émotion, mais j'ai un peu de mal à en trouver d'autres pour me faire comprendre. Si l'émotion est mal gérée, elle va déclencher des symptômes physiques et des pathologies. Et pour celles qui étaient là la dernière fois, ça revient à ma conclusion où je vous parlais d'épigénétique et je vous disais que des pensées, des paroles, des émotions peuvent modifier l'expression de vos gènes. Et quand un gène est modifié, va s'exprimer différemment et c'est là qu'il peut enclencher des symptômes et des pathologies. Donc c'est important d'être vraiment conscient de votre monde émotionnel. Alors, c'est vrai qu'aussi dans notre société, c'est pas toujours évident parce que on est plus dans un monde du mental, le corps est assaigné et les émotions, c'est vrai quand on est petit, hein, souvent on nous dit arrête de pleurer, si un enfant fait une colère, on va le disputer en lui disant arrête de piquer tes crises, arrête de crier, arrête de te rouler par terre. Mais l'enfant, il fait une seule chose, il exprime son émotion, il la vit. Parce qu'à votre avis, qu'est-ce qui se passe? L'Ayurveda dit qu'il y a 3 options possibles quand vous avez une émotion qui arrive en vous. Dites-vous ce que vous faites quand une émotion arrive. Est-ce qu'il vaut mieux qu'elle sorte finalement? On a tendance à la réprimer, mais ça voilà. serait peut-être mieux qu'elle sorte, comme les enfants. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a 3 possibilités. Soit effectivement, vous refoulez, vous niez ce que disait madame derrière vous, vous allez refouler complètement l'émotion. Et ça, c'est ce qu'on nous apprend depuis la prime enfance, hein, quand on nous dit arrête de pleurer, arrête de crier, ceci, cela. Deuxième possibilité, il y a aussi des gens qui, eux, vont se laisser emporter par leur émotion. Et les gens colériques, c'est souvent ça peut arriver qu'ils se laissent entraîner et qu'ils arrivent à dire des insanités, qu'ils arrivent même à être violents physiquement, quitte après à regretter parce que comme ils étaient plus maîtres d'eux, mais que c'était la colère qui les a dominés, ils vont dire des choses désagréables à l'autre, ils vont peut-être frapper physiquement et après ils vont se rendre compte que ils ont fait du mal à l'autre mais ils s'en sont fait autant à eux-mêmes, ils vont culpabiliser, etc. Donc voilà, il y a ce schéma-là, on nie, on refoule l'émotion. L'autre schéma, bien là, on exacerbe beaucoup trop l'émotion, voire même on se complaît dedans. Parce qu'il y a des gens qui vont se complaire dans la mélancolie, dans la tristesse, dans la violence, dans la colère, etc. Puis il y a la troisième partie des gens qui vont vivre tout simplement l'émotion. Et c'est vrai que la meilleure solution, et ça c'est tout un apprentissage à acquérir, c'est de vivre vos émotions. Parce que lorsque vous les refoulez, vous les niez, ou lorsqu'au contraire vous allez rester coincé dedans, à chaque fois là c'est des blocages énergétiques et vous bloquez vos émotions, elles vont rester coincées dans aussi bien dans votre mental que dans votre corps physique et vous n'allez pas pouvoir vous en libérer. En Ayurveda, je vous l'ai dit, hein, l'émotion c'est un message que la vie vous donne. Donc comme tout message, vous l'accueillez et puis vous le vivez et c'est comme ça qu'après il peut se libérer et partir. Mais si vous le refoulez ou si vous restez coincé dedans, bien vous l'entretenez et vous faites en sorte qu'il ne parte pas. Et c'est là ce que l'Ayurveda dit qu'il y a danger dans le fait de rester bloqué dans ses émotions, de faire que l'énergie circule beaucoup moins fluidement et que quand ça ne circule pas bien, et surtout quand votre organisme garde le souvenir d'émotions qui s'engramment, dans chaque cellule il y a un souvenir, eh bien ça va faire que ça peut à terme générer des problèmes de santé. La dernière fois, je vous ai beaucoup parlé de la digestion des aliments. Eh bien là c'est pareil, l'Ayurveda parle de libération émotionnelle et de digestion des émotions. C'est très important d'arriver à bien les vivre et bien les digérer. Et parce que de cette façon, en même temps, ça vous permet de digérer la situation de vie qui a généré ces émotions.
Parce que tant qu'on reste bloqué sur des situations de vie, qu'on n'arrive pas à les dépasser ou à les vivre d'une certaine façon, c'est souvent des problèmes hein, qui nous déclenchent justement des émotions pas forcément agréables, etc. Et la vie, de toute façon, tant qu'une situation n'est pas vécue pleinement et n'est pas libérée complètement, la vie vous représentera. Ça peut peut-être prendre des fois 10 ans et vous serez 10 ans tranquille, mais au bout d'un moment, la même situation va arriver, les mêmes émotions, les mêmes problèmes vont se reproduire. Et voilà. Alors, soit vous réglez la situation de façon ayurvédique, soit vous la continuez à le faire de façon occidentale, et sachez que ça reviendra. Et qu'en plus, à chaque fois, la vie, elle vous donne des alertes. Et plus le temps passe, et plus les alertes sont importantes et sérieuses. Et plus surtout, c'est votre santé physique qui risque d'en pâtir. Il y a des gens comme ça qui moi je le vois avec mes clients, hein, souvent on voit qu'au fil des années, il y a eu des alertes, il y a eu des signes de vie qui leur ont montré qu'il fallait qu'ils changent des choses dans leur façon d'être, façon de dire, façon de faire, dans leur travail ou dans leur vie privée. Et si ces gens-là ne prennent pas les décisions justement de changer les choses, eh bien, c'est comme quand on patine hein, sur un tapis roulant, vous avancez pas et la situation va se reproduire indéfiniment. Donc l'Ayurveda, c'est vraiment ça, c'est d'être en observation de ce que le monde vous propose, de ce que la vie vous offre, de ce que les autres ont résonné en vous, puis d'en faire quelque chose. C'est ça aussi, parce qu'on peut être observateur, on peut être conscient de certaines choses et pas avoir les capacités d'aller plus loin, parce que c'est pas facile, hein. Ça se fait pas dans un claquement de doigts non plus, hein. Ce qui est important à savoir aussi, et ça rejoint pour ceux qui peut-être connaissent mieux la médecine chinoise, c'est qu'il y a des émotions qui peuvent être aussi associées à des organes. Alors on dit que la tristesse est associée au poumon, que la joie est associée au cœur par exemple. Et quand quand vous négociez mal les choses, c'est-à-dire que soit vous niez votre émotion, soit vous la vivez trop, que vous complaisez dedans et que vous créez ces blocages, l'énergie de l'émotion va se retourner contre son organe cible et ça va créer des dysfonctionnements au plan de la santé. On peut aussi expliquer les problèmes de santé par ce biais-là. Tout ça pour vous signifier l'importance de vos émotions, que c'est pas anodin de ressentir des choses on est un être sensible. Les émotions, ce sont des expériences tactiles, je vous ai dit, ça provoque des choses à l'intérieur de vous, ça vous fait aussi, peut-être quand vous êtes énervé, serrer des poings, froncer les sourcils, faire des choses qui sont visibles aussi à l'extérieur, plus toutes vos transformations internes en plan physiologique et biochimique. Donc, c'est puissant sur votre mental, parce que forcément, vous ressentez l'émotion et ça vous fait cogiter aussi, mais c'est aussi très puissant au plan organique et au plan de votre santé physique. Ça, c'est quelque chose que c'est important pour moi de vous transmettre, parce que, comme je vous le redis, je trouve que dans nos civilisations, on appuie un peu trop sur le couvercle et qu'on ne laisse pas les gens s'exprimer. Alors, l'Ayurveda vous dit de vivre vos émotions, mais à peu près toutes les traditions le font, hein. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le docteur Christian Thalschaller, par exemple. Vous n'avez pas entendu parler de ce monsieur. C'est un médecin occidental et il s'est formé à plein de pratiques complémentaires et il s'est aussi formé au chamanisme. Il a d'ailleurs épousé une chamane. Et lui, il dit ça, exprimez vos émotions comme un enfant de 3 ans le ferait. Donc si vous êtes en colère, alors évidemment, c'est délicat dans notre société de crier, de se rouler par terre, mais vous n'êtes pas forcément non plus obligé d'exprimer ça devant tout le monde. Et puis riez. Vous pouvez aussi rire quand vous êtes joyeux, et même si le voisin d'à côté, ça ne lui plaît pas, on s'en fout à la limite. C'est votre émotion, c'est votre rire, vous faites de mal à personne. Voilà, ça c'est important de retrouver cette liberté. Et en même temps, c'est quelque chose de naturel, parce que c'est effectivement, si vous avez des enfants, des petits-enfants, regardez-les faire, ils vont complètement vivre. S'ils sont tristes, ils pleurent, ils ne vont pas se dire
« Ah ben tiens, je pleurerai tout à l'heure quand je serai tout seul. Et quand ils sont pas contents, ben, des fois on les voit, hein, moi je les vois les petits, ça tambourine sur la maman ou sur le papa, et ils sont énervés. Alors je dis pas qu'il faut se laisser battre par un enfant de 3 ans, mais voilà, essayez de retrouver votre âme d'enfant quand vous avez de l'émotion qui vous arrive, et essayez de faire en sorte qu'elle reste pas en vous, mais qu'elle sorte. Quand vous disiez ça, madame, tout à l'heure, effectivement, c'est important qu'elle vous traverse et qu'elle sorte, qu'elle ne reste pas coincée en vous. Et je trouve que maintenant, il y a moins d'éclats de rire, de fou rire. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, de fou rire qu'il y avait avec la famille, les amis. Allez, il semble souvent à la maison. Il me semble que c'est pas général maintenant. Oui, c'est vrai qu'on n'entend pas forcément rire beaucoup. Après, je ne sais pas si on riait plus avant ou pas. Moi, c'est vrai que j'étais une adepte des fous rires jusqu'à très longtemps. J'en faisais même un complexe parce qu'avec ma maman, il suffisait qu'on se regarde. Voilà. On était en société, il y avait un truc et on l'avait repéré toutes les deux, on se regardait. Et alors elle arrivait à se maîtriser, moi j'explosais de rire. Mais c'était comme on dit, un fou rire, c'est-à-dire que c'est des trucs après pour s'arrêter quand on est parti là-dedans, parce que finalement, on repense aux trucs qu'on a vus. Enfin, c'est une histoire de fou, c'est exactement le bon terme, mais c'est vrai qu'en même temps, c'est libérateur, quoi. Parce que là, au moins là, ça sort, on ne garde pas le truc en soi. Puis, je trouve que quelquefois aussi, ça peut être important. Enfin, moi, j'ai vécu ça il n'y a pas très longtemps. C'est aussi quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément conscientisé. C'est le fait qu'on ne peut pas vivre deux émotions opposées en même temps. La tristesse et la joie, soit vous êtes joyeux, soit vous êtes triste, mais c'est difficile. Et ça, on peut aussi en jouer. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'avais des cousins à la maison, et quand ils sont partis, le dernier, pourtant c'est des gens que je connais vraiment très peu. Mais avec ma cousine, il y a justement comme une communion émotionnelle. Il suffit d'un regard et il y a beaucoup de choses qui passent, beaucoup d'émotions. Quand ils sont venus pour me dire au revoir, je commençais à avoir les yeux qui picotaient. Je me dis, merde, tu les connais à peine, tu vas pas te mettre à chialer parce qu'ils s'en vont. C'est crétin comme idée. Et bon, donc j'ai vite tourné les talons, je me suis occupée de préparer le petit-déj. Puis dans la conversation est venue, j'aurais fait découvrir les sketchs de Tsek et Pido. Et c'est vrai qu'on a regardé ça au petit-déj, et même moi, Tsek et Pido, ça me fait super rire. Donc, et finalement, quand ils sont partis, mais tout le monde était content, parce qu'on s'était dit qu'on allait se revoir, et cette tristesse qui était arrivée, forcément, hein, c'est des gens que je connais très peu, mais qui me renvoient à ma famille, à des souvenirs d'enfance, donc des choses plus ou moins agréables ou difficiles, voilà, des gens qui sont morts maintenant. Donc ça remue forcément, c'est pas anodin, et ces pleurs, c'était plus lié sans doute à ces choses-là qu'à eux en particulier. Mais voilà, ça peut être aussi des parades quand on veut pas, je sais pas, dans votre boulot, si votre chef vous humilie et que les larmes sont pas loin, ça peut être intéressant de déjouer ça, en pensant à Tsek et Pido ou à autre chose, quelque chose qui vous fait rigoler ou quelque chose qui va vous pousser l'émotion des pleurs un peu plus loin, quitte à pleurer quand vous allez rentrer chez vous pour libérer tout ça. Mais on peut avoir des parades aussi, mais l'essentiel c'est quand même de digérer le truc et de le faire, de l'évacuer de toute façon. Et quand je parlais des histoires de colère et tout ça, souvent toutes ces émotions, en plus, quelquefois quand on les exprime en Occident, on va les exprimer pas contre la bonne personne. Peut y arriver, si vous vivez en couple, tout va bien, vous attendez votre conjoint, la personne rentre du travail, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes, il y a eu des conflits avec son chef par exemple, et puis elle s'est retenue parce qu'il n'allait pas se mettre en colère devant son chef, il y a des peurs de perdre son boulot, etc. Par contre, la personne arrive à la maison, vous faites une bêtise de pas grand-chose, vous avez mis la fourchette de travers et là vous en prenez plein la tête. Ça a dû vous arriver, peut-être que vous l'avez fait, que vous l'avez vécu dans l'autre sens. Et simplement, c'est que votre conjoint, il avait ce trop plein de colère qu'il n'a pas pu déverser au moment où la colère est arrivée. Puis vous êtes là à ce moment-là, et puis
Bon, alors c'est très bien pour lui, il s'est déchargé de ce poids de la colère. Mais n'empêche que vous, du coup, ça fait un peu un transfert où vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se déploie comme ça, quoi. Donc, et ça, je me rappellerai toujours ma prof de yoga, Catherine Vinger, qui nous regarde peut-être là où elle est, et qui nous parlait du Y du yoga. C'est-à-dire, ça peut être un exercice intéressant pour vous à faire, que ce soit pour la colère ou pour d'autres choses, mais c'est d'arriver à comprendre par quel processus vous passez jusqu'à ce que votre explosion en colère vis-à-vis de Pierre, Paul ou Jacques. C'est-à-dire que peut-être il y a des signes, peut-être il y a des tensions dans votre corps, peut-être qu'il y a un nœud quelque part dans votre organisme, peut-être qu'il y a des paroles, qu'il y a des attitudes de personnes qui vous énervent. Donc tout ça, si vous arrivez à voir par où vous passez, jusqu'au moment fatidique où vous explosez, ça pourra vous servir pour les fois futures. C'est-à-dire que, on reprend le Y du yoga, la colère commence à arriver, vous commencez à sentir que vous rougissez, que la température monte en vous, qu'il y a il commence à me gonfler, tout ça, je me mets en position de boxe, là, prête à dégainer. Et puis, il y a deux possibilités. Soit vous faites comme d'habitude, et là, effectivement, ça va aller crescendo, et il y aura quelqu'un qui va s'en prendre plein la tête à un moment donné. Soit vous vous dites, bon, finalement, la situation, là, c'est pas la peine, je veux pas me taire, parce que j'ai de la colère, et il faut qu'elle sorte, mais je ne vais pas non plus exploser et dire des choses que je risque de regretter, surtout si ça se passe dans un contexte professionnel et que, voilà, il y a votre situation qui est en jeu. Donc, on peut dire beaucoup de choses, pas forcément agréables pour l'autre, mais sans l'agresser verbalement, mais en lui disant juste, voilà, là vous êtes allé trop loin, l'humiliation d'aujourd'hui, je ne peux pas la supporter. Donc, soit on arrive à trouver une autre façon de travailler ensemble. Voilà, je vous dis ça, moi ça m'est arrivé avec un médecin tout se passait bien dans notre rapport et puis au bout d'un moment, rien n'allait plus, tout était critiqué, elle venait me voir juste au moment où moi je devais quitter le bureau, enfin bon bref, pour qu'on travaille des heures ensemble. Donc j'ai accepté quelques fois, donc j'avais quand même 4 heures de voyage dans ma journée pour aller à ce travail, donc c'était quand même assez lourd. Et elle trouvait toujours le moyen d'arriver au moment où moi je devais partir pour aller prendre mon train. Donc, plusieurs fois je suis restée et on a bossé et je suis rentrée très tard chez moi. Puis arrivé un moment, voilà, je lui ai dit écoutez là, il faut que nous parlions. Alors plusieurs fois elle s'échappait. Puis un jour où elle s'est mise en face de moi parce que le bureau était libre, je lui ai dit je vais fermer la porte et là, il faut vraiment qu'on parle. Et je lui ai raconté tout ce que j'avais sur le cœur. Que sa façon de faire, je n'arrivais pas à comprendre puisqu'on travaillait de façon harmonieuse avant, que d'un coup ça s'était tout dégradé, que j'avais pas eu le sentiment d'avoir fait de boulettes ou de faux pas ou quoi. Et on a mis tout à plat. Et quand après, quelques années plus tard, j'ai quitté ce poste, on a déjeuné toutes les deux et elle m'en a été reconnaissante de me dire, mais franchement, ce jour-là, vous avez désamorcé une bombe. Et voilà, on avait toutes les deux... elle m'avait prise en grippe pour un truc parce qu'elle avait peur que je quitte le poste. Mais au lieu de me dire est-ce que vous voulez quitter le poste ou est-ce que vous allez rester quelques années, elle m'a dit clairement j'ai essayé de vous pousser à bout pour voir comment vous alliez réagir. Donc voilà, on ne peut pas être dans la tête des gens et on ne sait pas ce qui les motive à nous faire du mal, parce que c'est jamais agréable d'être traité comme ça. Donc autant dire les choses clairement, posément. C'est le Dalai Lama, il parle de colère saine. Donc même si en soi ça boue parce qu'on se dit merde, jamais personne n'a osé me traiter comme ça et elle commence à me gonfler, mais je peux pas non plus, voilà. Même si c'est pas, j'ai jamais donné de coup de poing, donc je sais même pas ce que ça pourrait donner si je le faisais, mais bon bref. Donc voilà, on peut, et ça m'a libérée, et ça l'a libérée du même coup, ce qui était vraiment un double effet qui se coule. Donc c'est important de voir comment ça se passe en vous, et puis d'observer. La vie nous enseigne toujours des choses, les autres sont là aussi pour nous, voilà, peut-être nous pousser dans des retranchements, ou nous faire découvrir des parties de nous-mêmes que moi j'aurais jamais pensé que j'aurais pu, voilà, face à un supérieur, mettre des choses à plat posément, et ça peut se faire. Il faut quand même avoir une dose de colère qui a bien baissé.
pour pouvoir se comporter comme ça. Parce que quand on est dans l'émotion pure, on est irrationnel un peu. Oui, bien sûr. C'est ça la différence entre vivre son émotion et se laisser emporter par l'émotion. C'est pour ça que l'idée que vous arriviez à décortiquer comment ça se passe quand vous vous mettez vraiment en pétard, après, vous voyez, c'est comme quand on monte une échelle. Et il y a un moment, vous pouvez vous dire, bon bah là, j'ai suffisamment monté. Si je monte plus loin, effectivement, je vais exploser, mais je vais en mettre plein la tête à l'autre. Mais après, j'aurai des regrets, voilà, quand on se dispute avec son conjoint, ou quand on engueule ses enfants, ou quand ça se passe comme ça avec des collègues, moi je suis pas trop colérique, donc je peux pas trop m'imaginer, mais je pense que j'ai déjà assisté à des prises de bec, et ça peut aller loin, hein, donc je pense qu'après, on ne doit pas trop être fier de ce qu'on a généré quand même. Et on le sait, hein, les gens après, ils sont quand même remués, ils se culpabilisent, c'est pas des situations confortables. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que votre émotion, c'est intéressant de la vivre et de l'extérioriser. Et puis c'est à vous de faire les réglages pour l'extérioriser. Il y a 1001 façons de faire sortir son émotion. Mais l'intérêt, c'est comme l'autre jour quand je vous parlais des toxines de l'alimentation. On a aussi des toxines émotionnelles. Il y a depuis l'enfance en plus, hein, on a tous vécu des choses plus ou moins fun, plus ou moins douloureuses, et de toute façon, quelles que soient les situations, chacun d'entre nous, on met en place, dans la prime enfance, des schémas comportementaux, des schémas de pensée, des croyances aussi. Des choses, on est convaincu que c'est comme ça, que c'est pas autrement. Et on a mis tout ça en œuvre, souvent soit pour avoir l'amour de ses parents, soit pour se protéger de certains dangers, dangers réels ou qu'on s'est imaginé, hein, parce que quand on est petit, on a un sens des réalités qui est très différent, parce qu'on n'est pas dans la tête des parents, on n'est pas dans la tête des autres, on ne connaît pas le monde, on a tout à apprendre, donc il faut se mettre à la place d'un petit bout de chou, et il a vraiment tout à découvrir quand il grandit, donc c'est pas évident. Toujours est-il qu'on a tous mis en place, oui, des schémas de comportement, et qui nous enferment et qui nous bloquent souvent dans la vie, hein. Que ça soit au plan de la vie privée ou au plan professionnel. Moi, j'ai une amie, elle va toujours reproduire au plan amoureux les mêmes schémas. Donc, dès lors qu'elle me dit « Ah, ça y est, machin m'a quitté », peut-être 3 jours après « Ah, mais il y a Trucmuche qui... Ah ben, je reviens pas, hein, mais il veut sortir avec moi. » Et elle dit « Oui, mais... » Et à chaque fois, le schéma, il est pareil, parce qu'elle va toujours faire les mêmes choses, dire les mêmes choses. Elle croit toujours qu'elle mène la danse. Mais moi, vu de l'extérieur, je vois très bien que c'est toujours les messieurs qui mènent la danse. Et au bout d'un moment, elle se fait plaquer. Et le truc, mais c'est inconscient. Elle n'arrive pas à faire autrement. Et j'ai des chefs d'entreprise que j'accompagne. C'est pareil, eux, ils ont des croyances limitantes au niveau de l'argent. Et ils pensent qu'ils sont assez valorisés, ils pensent qu'ils ne méritent pas de gagner plus. Et finalement, effectivement, ils se bloquent toutes les portes de l'abondance, de la prospérité, et leur chiffre d'affaires, il n'augmente pas. Donc, mais tout ça, alors ça peut paraître pour certains complètement abstrait, pas possible, machin, mais la pensée est puissante, et tous ces comportements, tous ces schémas, ces attitudes que vous répétez systématiquement, et c'est ça, il y a une situation de vie qui arrive, les émotions sont enclenchées, et vous agissez, vous faites des choses, vous croyez des choses, et souvent c'est linéaire, c'est toujours pareil d'année en année, sauf que quand on devient adulte, les schémas qu'on a mis en place dans l'enfance, ils sont obsolètes, ils ne vous servent plus à rien, et au contraire, ils vous freinent pour un meilleur épanouissement, surtout pour réaliser ce que vous voulez vraiment. On est très fort pour se saboter soi-même. Et donc, c'est toujours intéressant de retrouver justement, quand vous avez une émotion qui arrive, quelle blessure de l'enfance est réveillée à ce moment-là. Parce qu'il y a des gens qui s'énervent quelquefois, on se dit, mais pourquoi tu es énervé à quelqu'un d'autre, ça va paraître complètement ahurissant qu'on puisse s'énerver pour cette broutille, et la personne en question, elle ne peut pas faire autrement. Et souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose vraiment de très profond d'engrammé en elle qui remonte à l'enfance.
Et ça, en Ayurveda, comme on travaille beaucoup sur le corps, le principe, c'est vraiment de lâcher le mental et d'avoir un dialogue avec soi-même. Et le corps, il est très fort, voilà, ne serait-ce que de trouver où se loge l'émotion quand elle vous submerge ou quand elle arrive, localisez-la, demandez-la ce qu'elle a à vous dire. Alors, ça peut paraître complètement perché, mais ça marche. On peut même remonter à des secrets de famille. Et du coup, en faisant ce travail, ça permet justement de libérer, de se libérer de ce secret de famille, par exemple, de se libérer des émotions qui sont liées à ça. Et du coup, bien, quand des situations de vie vont appuyer encore là où ça vous faisait mal il y a quelque temps, ben vous vivrez de mieux en mieux la situation en question parce qu'il y aura beaucoup moins d'écho avec ce que vous avez pu vivre dans l'enfance. Alors, je ne dis pas que ça se fait tout seul, mais ça peut se faire relativement facilement quand même. Moi, surtout avec j'ai des clients qui arrivent vraiment à être introspectés, je ne sais pas si ça se dit, enfin à faire de l'introspection et à se mettre vraiment en connexion avec leur corps, à lâcher le mental. Et là, il y a vraiment des choses très puissantes qui peuvent se passer. En tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que on est des êtres sensibles. Les émotions, je vous ai dit, c'est des messages, c'est des choses qui vous font mieux vous connaître. Ça, c'est un point intéressant. Et il y a des artistes qui arrivent à utiliser l'énergie de l'émotion pour faire des chefs-d'œuvre. Donc, on est tous amenés à faire ces expériences tactiles de l'émotion et autant les vivre au mieux. Peut-être pas pour faire des chefs-d'œuvre, mais pas forcément un chef-d'œuvre, une toile ou une sculpture, mais ça peut être un chef-d'œuvre pour vous, de vous réaliser dans votre vie au plan professionnel, au plan amoureux, etc. D'être en pleine santé, ça c'est déjà des choses pour moi qui sont fondamentales. La santé, c'est pour moi le bien le plus précieux. Donc, apprenez, si ce n'est pas déjà le cas, à mieux vivre vos émotions. En tout cas, évitez de les refouler, évitez de trop les exacerber, de trop vous complaire dedans. Et de cette façon, les choses seront plus fluides. Et quand on est dans la fluidité, ça permet aussi bien des opportunités autour de vous de se présenter plus facilement. L'énergie, elle est partout. Vous êtes énergie, l'énergie et on attire ce qu'on est aussi en soi. L'extérieur reflète beaucoup ce qu'on a à l'intérieur. Donc au mieux on a de la fluidité en soi, au mieux la vie est simple aussi autour. Ça c'est quelque chose d'intéressant à prendre conscience si toutefois vous n'en étiez pas encore conscient. Alors évidemment, j'en ai pas parlé pour pas vous encombrer, mais le fait d'avoir des émotions très fortes ou qui reviennent, peut être lié effectivement à des déséquilibres dans les doshas, vata, pitta et kapha, évidemment. Tout est lié et on peut aussi travailler sur ces équilibres-là. Mais n'empêche que le plus gros travail, c'est vraiment sur ces histoires de blessures de l'enfance. Ça, c'est quelque chose qui peut vous faire des sauts quantiques, on va dire, dans la vie, quand on arrive à décortiquer les schémas et à les actualiser, à faire en sorte que vous ayez des comportements plus adaptés à votre vie actuelle et surtout à la vision de ce que vous voulez faire advenir dans votre vie. Voilà, moi il est quelle heure ? Je vais m'arrêter là. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait un petit papier ici. Pour certains, ceux qui veulent me laisser leurs coordonnées pour avoir mes emails, pour avoir mes ressources gratuites aussi en ligne, c'est possible. Qu'aussi, je voulais faire bénéficier à 5 personnes d'une remise sur ma formation en ligne Ayurveda au quotidien. Ayurveda au quotidien, c'est une formation de 6 mois qui se fait par... j'envoie des vidéos à mes clients tous les 15 jours pour que l'enseignement se fasse de façon progressive. C'est vraiment la synthèse de mes 20 ans d'expérimentation d'Ayurveda.
Et donc, j'offre aux 5 premiers inscrits 500 € de remise, sachant que la formation est à 1297 €. Donc, les gens qui seront intéressés, laissez-moi vos coordonnées. Ça vous engage à rien. Je vous enverrai le lien qui va durer seulement quelques jours. C'est, comme on dit, une offre flash. Et puis voilà. Je suis disponible pour vos questions. Excusez-moi, mais vous consultez, vous avez un cabinet si on a besoin de conseils. Alors, pour les... Pour moi, mais... Oui, bah, moi, mon entreprise, elle est surtout en ligne, donc ce qui fait que j'ai des clients dans le monde entier. Pour les locaux, évidemment, on peut toujours trouver un endroit pour une consultation. Et voilà. Mais c'est vrai que l'essentiel de mon travail se fait plus en ligne parce que ça me permet une liberté et puis de toucher des gens, plus de gens aussi qu'en présentiel. Mais c'est toujours possible, effectivement. Je pourrais vous donner, pour ceux qui voudront des cartes de visite, elles seront à votre disposition tout à l'heure. Pas de questions. Tout le monde vit bien ses émotions. Vous parlez de la gestion de la colère, de la gestion de l'anxiété. Bah, le stress, c'est la peur. Le problème du stress, c'est ça, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, la peur, normalement, elle vous informe. Tout à l'heure, c'était la voiture qui vous arrivait dessus. Et quand on est en stress, c'est qu'il y a une peur qui est tout le temps là. C'est pour ça que c'est pathologique. Le stress n'est pas du tout, enfin, à mon sens, n'est pas, et au sens ayurvédique, il n'est pas sain du tout. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi j'étais comme ça, hein, quand j'étais dans mes premiers postes, je me disais, waouh, je fais les choses à la dernière minute parce que ça me donne un stress pas possible et je suis super efficace. Bon, en vieillissant, je me suis rendu compte qu'en faisant les choses au fur et à mesure, tranquillement, finalement, on n'a pas besoin de faire nuit blanche le dernier soir. Et que le boulot, il est plus pensé, il est plus cogité, il est de meilleure qualité quand même. Et que finalement, ben, c'est pas plus mal de s'être libéré de cette trouille-là. Voilà. La personne qui est stressée, c'est ça, c'est qu'elle entretient une peur. Alors ça peut être des peurs conscientes, mais aussi beaucoup de peurs inconscientes. Et donc voilà. Comment on s'en libère de ça? Ben, on s'en libère en travaillant beaucoup sur, déjà voir au niveau doshique lequel... est vraiment déséquilibré, à forte chance quand même que ce soit le dosha vata, et de calmer vata par l'alimentation, par une routine particulière au quotidien, par un travail évidemment sur vos pensées, sur le mental, ça c'est important, des affirmations positives, ça c'est puissant. Par une routine, la routine du matin, elle peut faire des miracles. Hein. Et moi j'ai une routine, elle me prend... ça dépend comment je la fais, mais en gros 2, 4, 5 minutes. Et ça me met en condition pour ma journée. Alors moi c'est plus une routine pour mon business, mais voilà. Mais on peut faire des routines appropriées pour se libérer du stress. Après il y a aussi, moi je vous dis j'ai une angoissée maladive, donc je suis bien la preuve vivante qu'on peut ne plus être angoissé, ne plus... Voilà, moi j'avais peur de tout, hein, donc des autres. J'étais première à l'école, mais dès qu'il y avait un contrôle, j'avais mal au ventre, j'avais mal au crâne, c'était terrible. C'était tellement fort mon stress qui me déclenchait vraiment des symptômes physiques, la sinusite chronique. C'était... voilà. Alors ça demande de la discipline, ça demande un travail quotidien, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais un petit peu chaque jour, avec certaines pratiques, avec un équilibre aussi au plan de l'alimentation, un sport approprié. On a plein de ficelles pour arriver à s'harmoniser et à vivre mieux. Hein. C'est ça la richesse de l'Ayurveda, c'est que ça prend en compte votre organisme physique, votre alimentation, ça peut être des massages, enfin, il y a pléthore de solutions. C'est important de s'en occuper avant de déclencher vraiment des maladies graves, quoi. Hein. Parce qu'en plus, les gens, ils se rendent pas compte. Moi, j'ai une amie, ça fait plus de 10 ans que je lui dis freine. Elle est hyper active, mais j'ai jamais vu. Elle a un agenda qui est pire qu'un agenda de ministre, quoi. Elle est de Pierre, elle est de Paul, elle est en retraite, mais elle bosse plus que. Ça doit être plus de 70 heures semaine, ce qu'elle a là-bas.
Donc, ça fait des années que je lui dis, lève le pied. Ça va mal se passer. Bon, ben voilà, début d'année, elle m'envoie un mail grand comme ça, elle a un cancer. Alors, je ne dis pas qu'on va tous faire un cancer si on ne fait pas attention, mais ça peut être, comme je faisais, des sinusites chroniques, des maux de tête, des choses désagréables. C'est jamais agréable d'être malade. N'importe quel mot, on va dire, MAUX, il n'est pas... Enfin, à moins qu'il y ait des gens qui aiment souffrir, moi je déteste ça. Donc voilà, après chacun, moi je suis pas là, je fais pas de prosélytisme. Si les gens veulent rester malades, mourir jeunes, se dire qu'en vieillissant vont être de plus en plus faibles, c'est leur problème. Moi je me visualise à 100 ans comme je suis maintenant. Donc après c'est des programmations. Moi je l'ai vraiment vécu ça aussi, pas dans ma chair mais un peu quand même. Maman est morte à 58 ans. Et mon frère s'est programmé pour mourir à peu près au même âge que sa mère. Il a réussi, il est mort, il avait 60 ans. Pas de la même maladie, mais il a réussi parfaitement sa programmation. Après, c'était son choix, c'est pas le mien. Et voilà, des exemples comme ça, il y en a d'autres. Et le dos aussi, c'est sensible quand on dit on en a plein le dos. Ça, c'est des alertes, pareil, de la vie qui vous dit, il y a quelque chose... qui va pas, et donc souvent les gens savent pourquoi c'est un problème peut-être avec le conjoint, peut-être au travail, peut-être autre part, mais oui, souvent en avoir plein d'eau, effectivement, c'est une expression courante, mais c'est pas con, pas si con que ça quand on y pense. Souvent d'ailleurs les proverbes ou les expressions comme ça, qui peuvent paraître peut-être désuètes de nos jours, elles ont toujours une signification intéressante à creuser. Donc, Moi j'ai une petite question. Oui. Vous aidiez les gens dans les reconversions professionnelles. Oui. C'est vous qui les emmenez vers une réflexion pour savoir vers quoi ils se dirigent, ou c'est des gens qui viennent voir en disant voilà j'ai besoin, je veux me reconvertir dans ça, et du coup vous les aidez? Ça dépend des clients, parce qu'il y a des clients effectivement qui savent qu'ils veulent plus du boulot qu'ils sont en train de faire, mais ils ne savent pas où ils veulent aller. Donc voilà, donc après c'est tout un travail d'échange, de se remettre aussi dans... Moi je dis toujours, l'intérêt c'est de travailler, on travaille beaucoup dans une journée, donc, et dans une vie, n'en parlons pas. Donc, c'est intéressant quand même de faire des choses qui nous épanouissent, qui nous plaisent. Beaucoup de mes clients, ils cherchent souvent que ça soit une entreprise qui respecte leurs valeurs. Et beaucoup, depuis quelques années, ils veulent trouver du sens parce souvent, ils sont en manque de sens dans ce qu'ils font. Et ça, c'est assez récent. Moi, je sais que j'ai fait plusieurs reconversions pour mon compte personnel. Et au début, quand je quittais un poste et que j'en avais pas d'autres, mes collègues me disaient « Mais pourquoi tu pars ?» Je dis « Ça sert à quoi ?» Tu vois, j'ai fait des beaux dossiers. J'ai travaillé 1 an, j'ai eu plein d'argent pour faire mon étude en question. Je l'envoie au ministère. Le ministère, il me dit pas ce qu'il fait de mon étude. Est-ce qu'il la fout à la poubelle? Est-ce qu'il la lit? Est-ce que ça sert à caler ses dossiers? J'en sais rien. Donc moi, alors, mes collègues me disaient « Mais ça te rapporte un bon salaire ?» Mais oui, mais pour moi, ça ne me suffit pas. Moi, j'ai besoin d'être utile à la société. Alors, c'est peut-être très con, mais c'est un besoin que je ressentais très jeune. Donc, c'est pas étonnant si je voulais être chercheur. Pour moi, c'était pour contribuer au monde, aux avancées scientifiques, à quelque chose c'était un idéal. Donc, j'ai toujours, après, même quand je travaillais en recherche clinique, qui était quand même assez éloigné de l'Ayurveda, mais bon, quelquefois, il y a des opportunités qu'on saisit pour voir comment c'est le milieu, comment ça se passe, etc. Et effectivement, on peut être en déséquilibre par rapport à ses valeurs. Et ça, c'est toute une approche. Comment vous les faites après, c'est des entretiens. C'est des entretiens. À se diriger, à avoir une pensée. Beaucoup de travail sur soi et sur le corps, parce que votre corps, il sait tout. Ça, c'est vraiment une clé. C'est vraiment une clé, et souvent on est embué dans du mental et dans de l'éducation et dans ce que nous ont imposé les parents, peut-être consciemment ou pas, et on s'enferme, et puis par rapport à ses propres croyances, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens, peut-être ils auraient voulu être artistes, puis on leur a dit il n'y a pas de débouché, ou être archéologue, ou je sais pas quoi, et on leur a dit mais non, tu ne trouveras jamais de boulot, sauf qu'on s'en fout, il faut un seul boulot pour la personne en question, donc...
il peut très bien y en avoir un et que ça lui colle pile poil. Moi, c'est pareil, quand j'ai vendu mon appartement, ah ben tu vas avoir des difficultés. J'ai vendu en 4 jours. Mais voilà, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Et ça, c'est aussi ça que j'aide à ça mes clients. Qu'ils aient une vision claire, même si au début ils ne savent pas vers quel métier précis, mais on peut au moins dessiner les contours. Est-ce que tu veux travailler dans le privé, dans le public? Est-ce que tu veux avoir des collègues de ton âge, pas de ton âge? Est-ce que ça va être... tu veux gagner beaucoup de sous, pas beaucoup de sous? Est-ce que tu veux être dans du social? Enfin, il y a plein de questions. Puis souvent les gens, je leur dis, mais qu'est-ce que tu as aimé faire au cours de ta vie? Ou est-ce qu'il y a des choses, même pendant tes études, ou n'importe quoi? Ou des fois, ils ont fait des petits boulots, puis ils ont trouvé un truc super qu'ils aimaient vachement faire. Et ben voilà, pourquoi tu creuses pas dans ce coin-là? Puis on travaille à force, et les contours finissent par se dessiner. Puis forcément, ça donne... Les gens ont des idées qu'ils n'auraient pas eues s'ils avaient travaillé tout seuls. Parce que mon rôle aussi, c'est... Comme j'ai un œil extérieur, je vois aussi des... Parce que quand vous avez un talent, que ce soit n'importe quoi, manager une équipe par exemple, pour vous c'est tellement évident que pour vous c'est pas un talent, tout le monde est capable de le faire. Sauf que moi, vu de l'extérieur, je dis mais toi tu sais faire ce truc-là. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, c'est aussi ça le rôle du coach, c'est de trouver les pépites du client. Et puis après, le client il dit ouais mais moi manager maintenant j'en ai plus rien à faire, c'est pas mon truc, j'en ai marre, c'est trop dur, je suis pressée toujours par mes chefs. Donc voilà, mais c'est par petits pas aussi qu'on peut progresser. Et toujours est-il que moi je cherche toujours à ce que mon client il trouve ce qui le fait vraiment pétiller. Parce que la vie est courte et j'estime que c'est quand même beau quand on fait un travail qui finalement ne ressent pas que c'est du travail. Et là, pour moi, c'est quand même un peu mon travail de diffuser l'Ayurveda. Et je le fais avec plaisir. Et je ne ressens pas ça comme une contrainte, comme un boulot. Et mes journées, c'est ça. C'est que je fais des choses. Je réponds à des mails, je réponds à des internautes qui suivent ma chaîne YouTube. Enfin, voilà, je fais ma prospection client. Mais je me dis, c'est beau quand même. Je vis dans un cadre magnifique. C'est la beauté de la vie, c'est aussi à chacun de savoir. Mais c'est la vision, ça c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup, d'arriver à savoir ce qu'on veut. C'est pareil con, hein, mais si vous ne savez pas où vous voulez aller, il y a peu de chances que vous ayez, surtout là, vous savez, vous êtes un bateau sur la mer, vous ne savez pas où vous voulez aller, ça va mal se passer, souvent. Et surtout c'est très con parce que c'est votre vie, c'est votre destin, donc... Et si vous allez là et que c'était pas bon, que ça vous plaît pas, c'est pas grave. L'essentiel, moi, je pousse toujours aussi mes clients à passer à l'action. Parce que rester dans les rêves d'un boulot. Autrefois, j'avais une enseignante, elle veut se reconvertir en maître d'œuvre. Mais elle sait à peine ce que c'est que le boulot de maître d'œuvre. Donc j'ai appelé 3 maîtres d'œuvre de mes relations et j'ai dit, est-ce que tu peux me l'apprendre une journée? Et elle va avoir 3 visions différentes du métier de maître d'œuvre. Comme ça, après, elle verra si effectivement, elle peut aimer ce métier, le faire de telle ou telle façon, faire un mix des 3 peut-être, ou copier quelqu'un. Enfin, voilà, elle va pouvoir concrètement se rendre compte de ce que c'est ce boulot et pas seulement l'idéaliser. Oui, c'est chouette, on donne une maison à des gens, et c'est leur nid et tout. Oui, c'est beau, mais voilà, est-ce que tu es vraiment faite pour ça? Il faut aller sur le terrain pour voir. Voilà, l'accompagnement, c'est vraiment ça. Beaucoup d'analyse au départ, pour que je comprenne votre vie aussi, tous vos schémas. Et puis, le corps, on passe beaucoup par le corps et la phase terrain au final. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Bon, je vous ai endormi? Je veux bien une carte. Oui. De toute façon, si vous avez besoin, je propose toujours aux personnes que ma démarche intéresse de faire un entretien gratuit de 45 minutes
pour voir si déjà vous êtes prêt à investir en temps, en argent, parce qu'effectivement mes services ne sont pas gratuits. Et puis voir si moi je suis capable, en mesure de vous accompagner ou pas. Parce que quand on accompagne quelqu'un, il y a vraiment, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe énergétiquement en parlant. Si moi j'arrive pas à me dire ben oui je vais l'emmener, même si c'est vous qui allez faire le boulot, mais voilà, moi mes clients des fois dans la journée je me dis ah ben tiens Dorothée, il y a ce truc là, il faut que je lui envoie un mail parce que ça peut l'aider dans sa démarche. Vous voyez, il y a une connexion qui se fait. Et si la connexion est pour le coacher, c'est pareil. Si moi, ce que je dis, ce que je fais, ben, il n'accroche pas, il ne pourra pas faire un boulot. Donc, la connexion, elle est vraiment importante.